Salut les players, c'est la 15e émission de En Replay. Nous sommes le dimanche 13 juin. Bien sûr, nous allons revenir sur cette belle victoire de Barbora Krejcikova qui a gagné 6-4 au 3e. Et ça faisait 40 ans qu'on n'avait pas eu une Tchécoslovaque gagner Roland-Garros après Anna Mandlikova. Et aussi cette victoire en junior garçon de Lucas Van Hache. Et surtout, on lui souhaite bonne chance parce que lundi, il va passer son bac philo. Mais en tout cas, j'espère que vous avez vu cette belle finale en double de Nicolas Mahut et Per-Eric Herbert qui ont gagné leur deuxième Roland-Garros depuis 2018. C'est pas beau ça? Allez la France? Ouais. Au sommaire, nous allons recevoir deux invités. Ty Chris, un personnage assez extraordinaire puisque c'est celui qui prend des risques insensés, et un autre personnage complètement différent qui n'est autre que Monsieur Chicandier. Bien sûr, comme toujours, la data, la chronique 15 et pour terminer, le courrier des lecteurs. Vous êtes prêts? On y va. Eh bien, en tout cas, je suis très heureux de te recevoir, Ty, parce que pour moi, t'es incroyable. Premièrement, tu es fou. Fou et passionné. Fou et passionné. Et surtout, tu as réussi à faire connaître ton sport qui était à la fois méconnu au départ, mais que tout le monde venait, ça venait des États-Unis ou d'ailleurs. Mais c'était pas du tout. Non, c'était des États-Unis, mais pas du tout connu du grand public. Et donc, je voudrais comprendre pourquoi. Écoute, j'ai commencé en étant gamin. J'étais passionné de ça en voyant justement les vidéos aux États-Unis de tous ces champions là-bas. Et donc, je rêvais le rêve américain. Je me suis entraîné comme un diable et heureusement, j'ai pu devenir professionnel parce que la mode du roller en ligne a commencé à exploser en Europe. Mais c'est vrai que même si je gagnais des compétitions là-bas et j'étais dans les médias aux États-Unis tout le temps, dès que je revenais en France, j'étais inconnu au bataillon. Et par rapport justement à des tennisman ou des footballeurs, j'étais un petit peu le canard noir en quelque sorte. C'est-à-dire que j'étais un peu frustré de me dire, purée, aux États-Unis, je suis champion du monde, je remplis des stades. Triple champion du monde. Triple champion du monde, c'est ça. Et faire les X Games, c'était un stade de, 25 000 personnes, c'était énorme. Et du coup, j'ai toujours essayé d'aller plus loin que mon sport et essayer de faire des shows. Alors d'abord, j'avais des rampes et je louais des rampes et je faisais des shows partout en France avec des riders en skateboard, en BMX, etc. Et après, j'ai commencé à faire des émissions télé, grand public, comme l'été tous les records, où j'ai justement pu faire des records en roller. Mais il est bien fou, je vous l'annonce, le mec est bien taré. En plus, il y en avait certains que j'ai dû faire en live en direct. Dont un extraordinaire où j'étais là. C'était à la Tour Eiffel. Voilà. Alors, ça, c'était carrément l'étape d'après. C'est-à-dire, il y avait les gros records où j'ai essayé de réinventer, faire un spectacle de gladiateur. Mais surtout, parce qu'avant, bien sûr, que tu viennes, j'ai voulu m'informer un petit peu sur ta carrière, que je connaissais auparavant. Mais j'ai vu que ton regret, c'est quand même la Tour Eiffel où tu n'as pas pu vraiment faire ce que tu voulais. Bien sûr que c'était parce que tu n'as pas pu atterrir comme tu voulais. Exactement. Tu as été frustré. Écoute, ça a été, bien sûr que j'ai une petite frustration, mais c'est mon côté rider un petit peu là-dessus. Mais à la fois, c'est pas très très grave. Le rêve était là. Je veux dire, j'avais la Tour Eiffel pour moi, 100 000 personnes en bas, la plus grande rampe jamais montée de l'histoire. J'étais à 40 mètres. Je devais me prendre un peu comme Superman l'espace de quelques secondes en me lançant dans le vide à 40 mètres de haut. Et même si le freinage n'a pas pu se faire parce que la mairie a empêché la rampe de s'allonger sur l'herbe, moi, techniquement, je savais que j'avais réussi mon saut. Donc, au fond de moi, j'ai pas de frustration là-dessus. C'est juste l'image sur le grand public. Le public a cru que je tombais à un moment, alors que je me laissais tomber pour freiner, on va dire. C'était plus pour freiner. Mais ça n'a pas grande importance. Ta devise, elle est fantastique. 7 fois à terre, 8 fois debout. Voilà. C'est un proverbe japonais extrêmement simple, mais ultra efficace. Et en plus, j'ai été opéré 7 fois, donc ça me colle bien à la peau. Et c'est quoi qu'il arrive, je me relèverai. Et je rebondirai. J'ai même, par exemple, un autre proverbe que j'ai écrit quand j'étais sur le lit d'hôpital, puisque j'ai à chaque fois été sur le lit d'hôpital, il a fallu que je me réinvente. Finalement, j'ai eu beaucoup de moments de déprime où tout s'effondrait, plus d'argent de côté, je ne pouvais pas faire mon sport, etc. Et donc, quand vous êtes dans le noir, au fond du gouffre, ou au dos au mur, voilà, au dos au mur, trouvez-vous un rêve et suivez-le aveuglément, il vous ramènera à la lumière. Globalement, c'était de se dire que quand tu es dans une déprime extrême, si tu arrives à te trouver un projet et un rêve et que tu t'accroches à ça, ça t'aide quand même à sortir de cette galère, à rebondir. Si tu veux, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'avant d'avoir été champion de roller, mon premier rêve, c'était d'être champion de tennis. Non. Mais oui. Ça, je ne savais pas. Ah, tu savais pas? Non. Mais j'ai joué toute ma... Alors le problème, j'ai commencé tard. J'ai commencé, je crois, à 10 ans.
mais j'ai fait 6 heures par jour, de 10 à 15. Non. J'étais 15,5, après où je faisais perf à 15,3, etc. J'étais à l'école de Nick Bollettieri à Paris, à la Faisanderie et à Vitalis à l'époque, tu te rappelles, bien sûr. Je me rappelle de tout ça. Et du coup, mon frère et moi, on s'entraînait comme des fous, et le tennis m'a formé mentalement. Comme tu le sais, le tennis, c'est un sport incroyable mental, et finalement c'est tellement dur dans le tennis que quand après je suis arrivé dans le roller, j'avais le mental pour gérer la compétition, etc. Après, j'ai développé dans le sport mes propres techniques pour justement surpasser la peur. Ce qui était dur dans mon sport, c'est que tu t'entraînes 1 an pour les championnats du monde, sauf que les championnats du monde, ça se joue pas par exemple sur un match de 2 heures. En run, c'est 50 secondes. C'est 20 figures, 50 secondes. Et globalement, tu rates une figure, c'est fini. Et donc, si tu veux, c'est pas 1 minute après ou 1 minute avant, c'est à ce moment-là, et il faut arriver à pas avoir les jambes qui flanchent à ce moment-là, et surtout quand tu sais que tu as une figure que tu maîtrises un peu moins que les autres, tu sais, par exemple, moi, c'est le double saut périlleux-arrière, je savais que s'il y avait un moment où j'allais sûrement tomber, c'était à ce moment-là, donc il fallait vraiment tenir la pression. Et j'ai une technique que j'ai développée qui m'a aidé par rapport à ça, c'est d'occuper mon cerveau pour l'empêcher de penser à autre chose. Et donc, j'ai appris à hacker mon cerveau en me répétant dans la tête uniquement ce que je devais faire concrètement dans mon enchaînement. C'est comme si je mettais une pensée en continu dans mon cerveau pour l'obliger à ne pas penser à autre chose. Pour rester dans cette zone. Exactement. Que tout le monde explique, enfin, les sportifs de haut niveau ou d'autres personnes, pour pouvoir rester concentrés. Parce que pour pas laisser la peur entrer, et j'entrecoupais en plus ça de messages positifs où je me disais tu peux le faire, t'inquiète pas, ça va aller, etc. Et cette technique était super. Le joueur qui t'a le plus marqué à Roland-Garros? Vu que je suis un peu de l'ancienne génération, on se rappelle tous du match de Chang avec contre Lendl. Ça, c'est des matchs légendaires. Je me rappelle évidemment de tout ça. Après, bon, j'en ai évidemment plein en tête, mais je suis un fan de Federer, donc d'une façon générale, j'aime son jeu. Mais petite parenthèse qui n'était pas particulièrement sur Roland-Garros, mais autour du tennis, qui était vraiment génial. J'ai eu la chance pendant quelques années d'être sponsorisé par Benetton, et Benetton avait la marque de tennis Prince. Oui, absolument. Et du coup, qu'est-ce que Benetton a fait? C'est qu'ils m'ont mis sur des rollers, vu que j'avais joué au tennis, face aux plus grands joueurs de la planète, à jouer moi en roller, et lui et eux en normal. Et du coup, j'ai joué avec Sampras, j'ai joué avec Chang, j'ai joué avec tous les plus grands. Génial. Et du coup, c'était très marrant parce qu'ils me faisaient des amortis. J'allais à fond en roller devant le filet. Tac, je faisais un coup droit, je sautais par-dessus le filet. Bah oui, parce que pour t'arrêter... Ah ouais, voilà, pour m'arrêter, c'était plus dur. Mais voilà, c'était très... J'ai ces souvenirs qui étaient très marrants parce que mélanger mon sport et ma passion autour du tennis dans des matchs de démonstration, c'était très drôle. Eh bien, Taï, je te remercie et je te souhaite d'aller dans les étoiles. C'est gentil. Merci à toi. Oh, c'est génial. Alors, la data du jour, elle est un petit peu spéciale. Vous savez pourquoi on n'a pas trop parlé de Djokovic et Nadal? Pourquoi? Parce qu'on enregistre toujours la veille au soir et à ce moment-là, on avait Rafael Nadal qui menait 5-0. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit ça va peut-être aller très vite et on va pas trop en parler. Mais ils ont fait quand même un match de mutant, un match hors norme. D'ailleurs, on va revenir un petit peu sur cette data parce que Rafael Nadal, quand même, 108 matchs à Roland-Garros, 3 défaites tous les 6 ans. 3 défaites. Pardon, pas 2, 3. Excusez-moi, j'ai plus l'habitude avec lui. Non, il perd pas beaucoup. 3. 2 avec Djokovic. 2015-2021, vous l'avez vu vendredi soir. Et puis, il y en a eu un autre, quand même, Söderling en 2009. Et une dernière data qui est assez incroyable. 29 finales du Grand Chelem pour monsieur Novak Djokovic et dont 6 à Roland-Garros. Moi, j'aimerais bien l'avoir cette data. Il est en forme le Joker. Et pour la chronique 15, c'est 94, 94. C'est pas un très bon souvenir tennistiquement pour moi, mais par contre, j'ai fait l'inauguration du Suzanne Langlais. Pas mal. Et de mon côté, tennistiquement parlant, c'était pas terrible parce que j'ai joué un joueur néerlandais qui s'appelle Paul Harris, très très bon joueur de double, mais en simple, pas terrible. Et surtout sur terre battue. Perdu 3-7, pas terrible. Mais on va revenir sur la finale masculine entre Sergi Bruguera et Alberto Berasategui. Vous savez pourquoi on va en parler? Parce que regardez, c'est le seul mec quand même. Elle est bonne? Oh putain, puis en plus elle met 2 heures à la remettre celle-là en plus.
Normalement, on fait un coup droit comme ça. Bah lui, il fait un coup droit comme ça. C'est-à-dire qu'il mettait les sacoches de ce côté-là, et après, du même plan de raquette, il tournait comme ça et il faisait un revers. Mais le gars, il devait. Mais non, mais regarde, faire un coup droit comme ça, c'est pas possible. Bon, il a perdu en 3-7. Et après, on a eu une finale féminine, quand même, qui était pas mal non plus, qui est entre Arantxa Sanchez et Mary Pierce. Arantxa a gagné en 2-7. Voilà, c'était la chronique 15. En tout cas, moi, je suis très content de t'accueillir parce que je sais pas, est-ce que c'est Jason Chicandier ou c'est Laurent Requeraz ou c'est Astérix et Obélix ou c'est… C'est tout. Alors, c'est tout. Alors, tu m'expliques. moi, si je te parle en off, c'est Laurent Requeraz. Oui. Moi, j'avais des posters de toi quand j'étais gamin. Je te jure que c'est vrai. J'avais toi et Noah. C'est simple. Et ton jeu me faisait rêver, tout me faisait rêver. Ça, je préfère. Voilà. Je préfère. Et j'avais la cassette Le Compte est bon, Oui. où quand McEnroe explique, il dit il fait des coups qui n'existent pas. Oui, je confirme. Parfois, Hein même moi, j'ai fait des coups. T'as fait des coups qui n'existent pas, on est d'accord ou pas? Oui, oui, il est Parce vrai. que tu avais cette folie. Oui, il est vrai que par moment, je ne savais pas comment j'avais fait le coup. Tu te faisais battre par un Péruvien qui était 1250e joueur mondial et tu niquais Sampras le lendemain. C'était ça ta folie, le panache à la française. Qu'est-ce que c'est pour toi, Roland Garros, le tennis? C'est quoi? C'est tout. Moi, j'ai attaqué le tennis en 1982 parce Ouais. que mon frère jouait. Et c'est tout. Et moi, toi, Noah, Thierry Tulane à l'époque, vous m'avez fait tous rêver. C'était tout. Je rêvais. Mon père m'avait pris un billet pour aller à Roland Garros. J'ai demandé à la maîtresse d'y aller. Elle m'avait refusé. Non. Et je pleurais, je pleurais. Moi, Roland Garros avec mon frère, mais c'était tout. Ma vie, c'était le tennis et c'est toujours. Et moi, quand j'étais petit, je rêvais de vouloir devenir professionnel de tennis. Et puis, à un moment donné, j'ai été champion de la Loire en 86. Ouais. Et j'étais pas assez grand, pas assez truc, pas assez machin. Je savais que j'aurais fini prof de tennis à Saint-Chamond, ce qui est bien. Ce qui est bien. Non, mais encore une fois, ce qui est bien, si ce n'est que mes parents, moi j'avais un père chirurgien et une mère ophtalmo qui m'ont dit non, fais des études. Et donc du coup, j'ai eu la théorie de l'imposteur partout, tout le temps. Toi, quand tu étais sur les cours de tennis, tu savais que c'était ta place, l'exacte place d'Henri Lecomte, elle était là. Moi, je l'avais pas. Et à un moment donné, j'ai dit, merde. Et donc j'ai provoqué un peu le destin. J'avoue, j'ai fait une vidéo qui s'appelle banquier, ça sera bipé. Et moi, mon actionnaire majoritaire, c'était la Caisse d'épargne. Et j'ai été viré du jour au lendemain. Mais moi, j'étais prêt parce qu'en bas, je me boxais pour faire le comique, pour faire des conneries, pour faire le machin. Donc moi, j'étais prêt. J'étais sur le ring. Mais tu as toujours eu cette chose-là en toi, en fin Ouais, de compte depuis que j'ai t'es gamin. 6-8 ans et que j'ai commencé à écrire depuis que j'ai 12 ans. Ma première pièce de théâtre, j'ai écrit, j'avais 12 ans. J'avais un truc au tennis, c'est quand je me suis réinscrit quand j'avais 20 ans, je faisais exprès, comme je jouais à peu près 15-4, de me réinscrire, tu sais, quand tu es non classé et que tu vas battre des petits gamins de 12 ans, tu sais, quand ils ont 17 raquettes et que tu as les parents et qu'ils ont les bandeaux. Oui. Et moi, j'arrivais avec mon gros bide, déjà parce que j'étais déjà bien rondouillard. Je jouais en mocassin avec une raquette en bois et de la bière. Et là, je leur mettais 6-1, 6-1 et là, je leur faisais un doigt parce que j'ai toujours été très classe. Tu vois, très, très le bon sport. C'est pas possible. Ah, si, c'est vrai. J'ai fait ça. Ton meilleur souvenir à Roland Garros? Le premier, c'est évidemment Noah, parce que Noah, j'ai 5 ans quand il gagne Roland Garros en 83. C'est la liesse totale. Le premier Français qui gagne Roland Garros, enfin pas le premier depuis longtemps. Celui d'avant, c'était qui? C'était genre Borotra ou René Lacoste un truc de dingue. Enfin moi je me souviens, j'étais fou. Quand toi tu es en finale de Roland Garros, tu joues contre Wilander. Absolument. Et là tu fais une déclaration extraordinaire en disant J'espère que vous avez compris mon jeu. Je crois que Wilander l'avait compris ce jour-là, ton jeu. Et il y a 30 ans, en 1991, c'était où? Tu sais, décembre. Quand vous avez gagné à Lyon la Coupe Davis. Sans le passionné. J'arrive pas. C'était Gilles Moreton à l'époque qui était président. Et je suis à Saint-Étienne. Bah oui, Saint-Étienne. Je suis tous les matchs. Et je sais même quand Noah vient te chercher que tu viens de te faire opérer d'une hernie discale. Qu'il y a plein de gens qui commencent à critiquer dans l'équipe pourquoi aller chercher le compte et tout. Moi, tu es mon idole absolue. Et là, tu nous butes la gueule parce que tu deviens la bête noire des Américains, alors que les mecs, ils se disent putain quoi. Ah bah il y a le compte, c'est bon. Et bah putain, le compte, c'est pas bon en fait. On voit votre gueule, les mecs. Bon. T'étais extraordinaire. Donc ouais, bien sûr, j'ai regardé. Mais tu sais ce qu'ils ont fait quand même les Américains. Toi qui aimes bien manger, qui aimes bien la bonne bouffe comme moi, bien sûr. Eh ben ils sont allés chez Paul Bocuse avant. Le mardi avant le match, le vendredi, ils sont allés chez Paul Bocuse. Ils avaient déjà célébré la victoire. Mais non. Ils avaient donné. Mais non. Oui, mais c'est pas vrai. Les bagues de NBA, ils avaient déjà les bagues. C'était Thanksgiving. Putain, c'est vrai. Thanksgiving. Ciao. Merci à beaucoup. toi. Merci beaucoup. Merci, Jado.
Sébastien, c'est une bonne question. Le problème, c'est que si je le fais avec Illy, ça va partir en cacahuète. Ouais, peut-être un Insta Live, ça pourrait être pas mal avec Illy. Mais préparez-vous, hein, ça va être chaud. Rafa, ça va devenir de plus en plus compliqué, je pense, parce que physiquement, c'est dur pour lui. Mais quel champion! Alors Caro, je peux dire que simplement que du positif quand tu te retrouves avec 4 joueurs français en demi-finale de Roland-Garros. Comme disait Christian Kiddé, au moins on est sûr qu'il y aura un Français qui gagne. Christian Kiddé, il faut savoir, c'est un journaliste dans les années 80. Lorsque le joueur a une balle de match, il dit s'il gagne ce point, il a de fortes chances de remporter le match. Pas mal, non? Et bien voilà, en replay, c'est terminé. Bien sûr, on se retrouve demain, comme d'habitude, à 10h30 pour la dernière à Roland-Garros. Et n'oubliez pas de partager, de liker et de... Merde, quoi, c'est quoi? Et de poser vos questions, j'y répondrai demain, comme d'habitude. Ciao.